Bonjour tout le monde, nous sommes très contents de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Seed Legals avec un invité de choix ce matin, notamment sur la partie technique et son expertise choisie avec le cabinet DNA Partners. Et c'est Stéphane Daniel, avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé dans tout ce qui est crypto-monnaie et droit des sociétés. Raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait organiser ce webinaire avec Seed Legals pour décrypter ensemble ce matin pendant 45 minutes, une heure de discussion et d'échange avec vous. Le plus interactif, c'est le mieux. C'est également pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, à la fois pratiques, mais aussi techniques, où on fera l'effort avec Stéphane de vulgariser évidemment tous les acronymes et autres termes techniques sur cette partie à la fois un peu complexe, hein, qui est sur la blockchain, les NFT, les actifs crypto-monnaies, etc. Évidemment, on vous en dira plus. Et on a l'habitude de voir pas mal de projets côté Seed Legals qui lèvent des fonds, que ce soit à la fois lever des fonds sous forme de crypto-monnaie, d'ICO et autres termes qu'on vulgarisera, mais pas que. Il y a bien sûr des logiques hybrides. Il y a aussi des actifs numériques sur la partie immobilière. On va parler de tout ça avec Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Avant de Florent. te passer la parole, et merci aussi d'avoir accepté notre invitation, je vais présenter en deux mots, comme vous le savez, donc les Zooms, on peut échanger tous ensemble via le petit chat. Les questions que vous avez, vous les posez, on les prend à la volée si c'est pertinent par rapport à ce qu'on se dit avec Stéphane, ou alors on se réservera 10-15 minutes de questions-réponses à la fin, comme d'habitude. Vous avez peut-être l'habitude des webinaires illégaux, sinon c'est la manière dont ça va se passer. Et pour présenter aussi en deux mots Legals, donc on est une plateforme SaaS, on a développé une plateforme qui permet de digitaliser l'ensemble des démarches juridiques, notamment sur les opérations sur le capital, soit une levée de fonds en BSR, soit une augmentation de capital, soit la gestion de votre actionnariat avec l'étape de capitalisation et les registres, mais également le partage du capital avec vos salariés, mise en place de plans BSPCE et plans de BSA. On lance d'ailleurs notre baromètre, si vous ne l'avez pas vu, sur les tendances de tout ce qui est BSPCE, les bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à y répondre si vous le voyez passer. Le plus de réponses on a, le mieux c'est pour démocratiser ce qu'est l'intéressement au capital. Mais aujourd'hui, notre thématique, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'investissement, mais pas que l'investissement aussi, sur l'aspect blockchain, crypto-monnaie, NFT, actifs numériques, pour bien franciser ça. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Salut Stéphane, qui est Salut Florent. spécialisé dans ces domaines. Je te laisse te présenter peut-être en deux mots et on Oui, bien sûr. lancera ensuite notre thématique du matin. Parfait. Bah écoute, merci pour l'invitation. Donc, je me présente Stéphane Daniel, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai cofondé le cabinet DNA Partners, qui est un cabinet qui est dédié aux entrepreneurs de la tech et de la blockchain. On est aujourd'hui 12 avocats, donc en matière de blockchain, le plus grand en France. On est 5 associés, on couvre 5 pôles, le corporate, le regulatory, le contentieux, le social et le fiscal, donc quasiment full service. Et on est très actif sur toutes les verticales de la technologie blockchain et en particulier le levée de fonds, dont je m'occupe plus précisément et dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh ben, c'est clair, c'est précis. Et on voit là typiquement l'expertise. Et la raison pour laquelle on a choisi cette thématique, c'est aussi parce que, comme je l'ai rapidement dit, on observe et on a observé notamment, c'était plutôt en 2021, un boom autour des ICO, mais même avant ça, il y avait eu vraiment une tendance assez forte, comme on peut l'observer. On voit qu'il y a des tendances, hein, là, aujourd'hui, c'est plutôt autour de l'intelligence artificielle, mais il y a pu avoir cette tendance avec des valorisations hyper importantes et des levées de fonds, en tout cas un engouement avec tout ce qui peut offrir la technologie blockchain, notamment autour des ICO dans le cadre de la levée de fonds. Mais aujourd'hui, en termes de contexte, on est plutôt à un retour de vague qui est notamment avec le scandale le plus connu autour de la plateforme FTX qui a fait faillite et qui a emporté beaucoup de créanciers et aussi de porteurs qui avaient investi au travers de cette plateforme, donc avec des pertes en investissement. Il ne faut pas oublier effectivement que c'est risqué. Et tout ça pour dire en termes de contexte, et c'est la question que je vais te poser, Stéphane, c'est comment tu as pu observer, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ce qu'avait été cet engouement, mais même avant, sur nous expliquer d'où vient un peu cette logique en lien avec le financement, comment se financer avec la technologie blockchain, le contexte dont on vient de parler qui était l'engouement d'il y a quelques années, avec le contexte actuel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi qui es spécialisé, qui vois bien le marché tel qu'il a évolué? En effet, c'est un marché qui est assez spécifique parce que il obéit à des cycles économiques et des cycles économiques parfois avec des volatilités extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pics et une euphorie énorme et aussi des corrections énormes. Ça, c'est la particularité des marchés
du marché des entreprises qui utilisent la blockchain pour émettre des tokens. Quand on compare ça aux entreprises technologiques, par exemple Nasdaq ou autres aux États-Unis. Donc, on a des cycles. Ces cycles, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils sont presque mathématiquement rythmés, c'est-à-dire que tous les 4 ans, il semble, depuis la création, l'invention du Bitcoin, la création du Bitcoin, tous les 4 ans, on a un cycle avec une explosion des cours qui est évidemment entrecoupé de périodes de baisse et de perte de confiance. Et généralement, donc, effectivement, ces cycles se suivent. Donc, on a des euphories suivies de corrections très, très fortes et de ce qu'on appelle un bear market. Moi, je suis arrivé dans la blockchain en juin 2017, donc j'ai déjà vécu plusieurs pics et plusieurs baisses. Le dernier cycle dont tu parles, c'est celui de 2020-2021. Donc effectivement, la capitalisation des crypto-monnaies, le nombre d'ICO, les fonds levés, notamment autour des narratifs du métaverse et du gaming, a complètement explosé. Et on a vu des valorisations véritablement s'envoler, et même sur certaines cryptos, comme par exemple celle de l'écosystème Solana, c'est des multiples vraiment monstrueux, inconnus dans le monde des equities traditionnels. Donc, bien évidemment, la suite d'un tel boom, nécessairement, il y a une correction. Et beaucoup d'abus. Et donc, la bulle qui se dégonfle, et avec les abus qui sont découverts, bien sûr, les corrections, les faillites, etc. Et comme parfois, c'est un écosystème qui est encore assez petit, des faillites en chaîne, il n'y a pas eu que FTX, il y en a eu d'autres. Mhm. Maintenant, l'environnement de marché dans lequel on se trouve, il y a eu beaucoup de corrections, beaucoup de sociétés qui sont allées au tapis, beaucoup de scams et d'abus qui ont été révélés au grand jour. Ça fait quasiment, le dernier pic, c'était novembre 2021. Donc 2 ans, quasiment 2 ans. Pas mal de corrections. Et maintenant, on assiste à justement un retour, un frémissement avec le Bitcoin qui a quand même repris du poil de la bête. Il est à 38 000. Ouais. Il était quasiment à 18 000 il y a quelques mois plus tôt. Beaucoup de cryptos qui repartent. Selon certains, on est retourné en bull market. Donc, on verra ce que ça donne. J'assiste aussi en tant que professionnel du secteur avec tous les clients qu'on accompagne qu'effectivement, les investisseurs sont en train de revenir. Donc voilà, je dirais qu'après cette grosse correction qui était forcément nécessaire, il semble qu'on reparte sur un mouvement de marché intéressant. En tout cas, les entrepreneurs de l'écosystème n'ont pas cessé de construire pendant cette période de bear market. Et les plus sérieux en tireront les fruits pendant le bull market si celui-là revient, avec pas mal d'attentes autour des ETF spot sur Bitcoin et autour du halving de Bitcoin, donc la division par deux des récompenses, qui entraîne de manière nécessaire un choc et qui a plutôt tendance à porter le Bitcoin à la hausse, qui est prévu en mai de l'année prochaine. Voilà, Bah, environ. c'est un vent d'optimisme et ça fait du bien, effectivement. Mais en plus, ce que tu viens de dire, par analogie avec ce qui se passe dans le marché global et plutôt traditionnel, si je peux aussi dire, de l'equity avec les startups, où on a vu, pareil, des pics assez importants avec des valorisations poussées par un contexte et un marché qui était porteur, qui était aussi très favorable du coup aux entrepreneurs, qui a favorisé des valorisations assez hautes, décorrélées d'un rationnel économique assez sain. Et ce qui vient aujourd'hui, et on le voit là depuis, donc on voit d'ailleurs tous les chiffres 2023 avec les rapports qui sortent sont effectivement, donc il y a une diminution drastique des investissements, mais on revient sur des logiques d'assainissement, de correction. Et c'est vrai à la fois pour ce qui est le marché, donc tu viens de décrire très justement, donc des cryptos et de cette technologie-là, et autour de cette niche, si on peut dire, et aussi de l'autre niche qui est celle des startups et d'autres actifs sous forme d'equity. Pour revenir à ce point de contexte et pour rentrer aussi dans le vif du sujet en lien entre les cryptos et les investissements, d'abord peut-être des définitions, parce que ce que tu disais aussi, c'est que il y a peut-être eu beaucoup d'engouement et donc des personnes pas forcément avertis, en tout cas connaisseurs sur le marché qui investissaient, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans des startups, et donc ce qui a poussé justement à cet engouement et donc à des valorisations et des pics. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il faut quand même être un minimum technique, connaître et maîtriser certains termes pour pouvoir investir, notamment, là, tu parlais justement des halvings et autres, mais sans même aller là-dessus tout de suite. Euh, D'abord, si on explique de manière assez simple comment on investirait sous forme de tokenisation. Donc, qu'est-ce qu'un token? C'est un actif numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ne serait-ce que ces définitions de base? Et après, on rentrera un peu plus dans le sujet. Bien sûr. Donc sur le token, en réalité, c'est un jeton.
Donc en fait, c'est un actif qui est représenté par un jeton et qui peut circuler sur une blockchain. Donc une fois qu'on a dit ça, on a parlé plutôt de la technologie, mais ensuite vient bien sûr la qualification juridique de ce jeton. Et ce qu'il faut retenir, et ça va être un peu ce qui doit guider nos échanges aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment deux types de jetons. On a les jetons qu'on peut appeler, pas qu'on peut appeler, qui sont appelés les actifs numériques, d'accord? C'est le terme qui est utilisé en droit français. Il faut savoir qu'en France, on a un cadre juridique qui a été mis en place relativement tôt. Dès 2018, on avait les consultations de l'AMF. Dans la foulée de la loi Pacte a été adoptée. 2019, on a vraiment eu en France un cadre qui a été l'un des tout premiers dans le monde à consacrer la définition d'un actif numérique. Donc en droit français, c'est quoi un actif numérique? Généralement, il y a une subdivision, donc on distingue deux sous-catégories. Il y a ce que je dirais le grand public connaît sous le terme crypto-monnaie. Donc en fait, c'est des cryptos qui sont utilisés généralement à des fins de paiement. Et la première et la plus connue, c'est le Bitcoin, bien sûr. Et ensuite, on a les jetons utilitaires. Donc, c'est des jetons qui sont émis par des sociétés et qui donnent généralement accès à une plateforme, à des biens ou à des services. Donc, c'est ça qu'on a en tête. Quand on parle de crypto, d'actifs numériques, de jetons utilitaires, c'est ces deux sous-ensembles-là, les crypto-monnaies et les jetons utilitaires. Euh, donc ça, c'est ce qu'on peut appeler en anglais les utility tokens. C'est un terme qui est souvent utilisé, les utility tokens voilà, en anglais. De l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on a quelque chose qui est complètement différent, mais qui prend aussi la forme d'un jeton. C'est ce qu'on appelle les titres financiers tokenisés. Parce que là encore, en tout cas pour ce qui concerne la France, le code de commerce a été modifié plus ou moins à la même période, 2018-2019, pour permettre l'enregistrement de titres financiers dans la blockchain. Donc, quand on parle de titres financiers, pour résumer de manière extrêmement simple, on a les actions, on a les obligations, on a les parts ou actions de fonds. Ces trois types d'instruments peuvent être représentés dans une blockchain sous forme de jetons aujourd'hui, valablement en droit français. Et évidemment, là, on est sur des actions, des obligations, donc vraiment des titres financiers, des titres qui sont régulés, réglementés depuis des dizaines d'années. Et ce n'est pas du tout une classe d'actifs nouvelle. C'est une classe d'actifs ancienne qui est enregistrée et qui fonctionne, qui circule sur des registres blockchain. Donc on a vraiment ces deux catégories très très spécifiques et elles sont incompatibles. On ne peut pas être et dans l'un et dans l'autre. On est soit dans l'un, Ok. soit dans l'autre. Euh, Évidemment, il y a un exercice de qualification à faire à chaque fois qu'une entreprise veut émettre un jeton. Donc quel type de jeton on va émettre? Est-ce que le jeton, c'est un jeton, enfin un actif numérique, ou est-ce que c'est un titre financier? Et c'est très important parce que le cadre juridique est complètement différent. Dans le premier Ça, c'est cas, hyper. voilà, dans le premier cas, on va tomber dans le régime des actifs numériques, qui est un régime spécifique, où on a le code monétaire et financier et le règlement général de l'AMF, avec des règles bien spécifiques pour émettre un jeton, pour pouvoir rendre des services sur les jetons, avec demain un règlement européen qui sera applicable, qui va régir toute cette partie. En revanche, si on est sur les titres financiers, bah là, c'est très classique, hein, si je veux offrir des actions publiques, si je veux offrir des obligations publiques, si je veux commercialiser des parts de fonds, là, il y a une règle beaucoup plus stricte et généralement, on tombe dans le règlement qu'on appelle prospectus, qui est un règlement Sûr. européen aussi. Et on tombe dans la réglementation MIFID avec tout ce qui concerne les plateformes de négociation. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les deux réglementations sont très différentes. Et donc, il faut vraiment savoir dans quelle règle on va tomber. Et l'AMF, quand elle doit réfléchir sur dans quelle case on tombe, elle adopte une approche substance sur forme. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de Qu'est-ce que ça veut dire, ça? ça, Substance sur forme. ça veut dire qu'on s'en fiche du nom qu'on va donner au jeton. On s'en fiche de comment on va essayer de le déguiser. Elle va regarder la substance, elle va regarder les droits donnés par le jeton. Et selon les droits donnés par le jeton, soit elle considère qu'on est sur un titre financier, soit elle considère qu'on est sur un actif numérique. Donc, en d'autres termes, il ne sert à rien de déguiser artificiellement son titre financier en actif numérique. Ça ne fonctionnera pas. On peut mettre justement dans les terms et conditions security token, et peu importe si après la logique derrière c'est un utility token, derrière forcément la Exactement. réglementation s'applique en fonction de l'outil. Et encore faut-il avoir en tête ce que tu viens de nous décrire, c'est-à-dire les définitions, utility token, security token, ce sont les deux des jetons. Et après, de savoir comment on peut les utiliser en pratique. Il y a trois opérations liées au financement, une grande opération en termes de type. C'est les levées de fonds en actifs numériques, la première. Il y a la levée de fonds après en equity plus token, donc une sorte de logique hybride en termes de levée de fonds. Euh,
Et la troisième et dernière partie, c'est les levées de fonds aussi en titres financiers tokenisés et avec un exemple enfin, de l'immobilier tokenisé qu'on pourra prendre. Donc, si on rentre dans la première ensemble, sur les levées de fonds d'abord en actifs numériques. Là, tu le disais, c'est donc les utility tokens et c'est toujours l'AMF. Il faudrait un visa de l'AMF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe? Parce que là, on y voit tout ce qui est private sales, public sales. Il y a aussi sous MiCA, etc. Donc, sur ce premier ensemble des levées de fonds en actifs numériques, si tu nous en dis plus. Tout à fait. Alors, donc, on a donc les émissions de jetons à supposer qu'on soit dans la case actif numérique, donc pas dans la case titre financier. Il faut savoir que c'est légal en France. On a le droit d'émettre un jeton qui soit un actif numérique. Ce n'est pas tout à fait clair dans tous les pays dans le monde. Donc, en France, c'est possible. Et en France, en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'obligation spécifique, il n'y a pas d'autorisation à demander au régulateur pour faire ce type d'émission de jetons. On appelle ça généralement, quand c'est des opérations qui s'adressent au public, on appelle ça des ICO, des Initial Coin Offering. Maintenant, on parlerait plutôt de token sell. ICO, ça fait très 2017. Mhm. Donc aujourd'hui, on parlerait plutôt de token sell. Euh, Quand on parle de NFT, c'est ça aussi dans la non, logique ou c'est non? encore différent. C'est encore D'accord. différent, les NFT. Le NFT, c'est un standard technologique. On peut aussi lever des fonds grâce à des ventes de NFT, mais généralement, le NFT, alors généralement, ça dépend encore une fois, hein, substance sur forme, donc il faut analyser le NFT, Mhm. mais généralement, le NFT, s'il est vraiment unique, et s'il n'est pas en d'autres termes, s'il n'y a pas des collections extrêmement importantes de NFT, généralement, il ne va pas rentrer dans la définition d'un actif numérique. Et on va D'accord. regarder plutôt le sous-jacent. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est un actif pour être utilisé dans un jeu? Est-ce qu'il représente un certificat de propriété sur un bien de luxe? Voilà. On ne sera pas dans les actifs numériques dans ces cas-là. Ok. Si on est sur des vrais NFT, encore une fois, si on déguise des jetons utilitaires en NFT, là, on va retomber dans les Il actifs faut bien numériques. distinguer, c'est ça, c'est important de le dire comme tu viens Voilà, de le préciser. Un NFT, c'est pas forcément un jeton utilitaire. Un utility token, non, c'est dans cette logique-là, en plus de exactement. financement dont tu parles. Exactement. Donc là, si on s'intéresse aux jetons utilitaires ou aux crypto-monnaies, donc on a le droit de les émettre en droit français. On n'a pas besoin de demander l'autorisation à l'AMF. En revanche, il ne faut évidemment pas être un titre financier. D'accord? Donc c'est la première étape, c'est de vérifier qu'on n'est pas un titre financier. Si on est vraiment un actif numérique, donc si par exemple on veut émettre un instrument de paiement ou si on veut émettre quelque chose qui donne accès à des biens ou à des services, on a parfaitement le droit de le faire. Euh, et et d'ailleurs, il y a un régime qui est optionnel, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller demander l'autorisation du régulateur, mais on n'est pas obligé. Et si on va chercher l'autorisation du régulateur, le régulateur met son tampon dessus. Alors bien sûr, il y a des obligations à respecter. On a un white paper à préparer, il y a des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent qui doivent être mises en place, il y a un séquestre qui doit être mis en place pour collecter les fonds, il y a tout un tas d'obligations à respecter. Et dans ce cas-là, le régulateur peut mettre son tampon sur l'opération. D'ailleurs, il y a eu 4 opérations qui ont été visées par l'AMF depuis que ce visa existe. Et le cabinet DNA Partners en a conseillé 2 sur les 4. Donc juste, voilà, c'est juste pour donner un exemple. Nous, on a accompagné 2 projets qui ont obtenu ce visa. Ce visa, il représente un intérêt, d'une part, parce que vis-à-vis du public, quand on veut lever des fonds, si le régulateur a considéré que c'était sérieux et qu'il a mis son tampon, ça peut aider. Bien Et sûr. deuxièmement, ensuite, c'est qu'on va avoir le droit de faire du démarchage. On va avoir le droit de faire de la communication de manière un peu plus agressive, on va dire. La Que, promotion voilà, à toute personne, à des particuliers, pas forcément des professionnels, sur tout à vous voulez fait. acheter mon jeton, vous pouvez le faire, voilà les conditions, voilà le white paper, etc. Et Exactement. d'ailleurs, sur ça concrètement, est-ce que tu peux nous donner l'exemple, si tu es en mesure de pouvoir le faire, ou alors nous donner des exemples concrets sur c'était quel type de jeton, comment ça se matérialisait et auprès de qui? Est-ce que c'était n'importe qui pouvait l'acheter? Et c'était quoi derrière qui a permis de dire que c'était un utility token versus un security token? Alors très généralement, les jetons qui sont émis, ils donnent accès. En fait, c'est extrêmement varié. Ils peuvent donner accès à des biens et des services extrêmement variés. Ça peut être, par exemple, un instrument qui va permettre d'acheter dans la plateforme de l'émetteur des biens ou des services. Ça peut être un instrument qui peut être utilisé pour obtenir des discounts sur certains services qui sont proposés ou certains biens. D'accord. Ça peut aussi être des jetons qui, lorsqu'on en a une certaine quantité et qu'on s'engage à les bloquer, peuvent nous attribuer des récompenses. Donc, on peut imaginer vraiment, là, l'imagination n'a pas de limite. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le D'accord. titre financier, mais là, il n'y a pas de limite. Et en revanche, sur ce type d'opération, on est vraiment en contact direct avec le public. On commercialise ces titres au public. D'ailleurs, si on a le visa, on peut avoir recours à des influenceurs.
C'est-à-dire que l'influenceur n'a pas le droit de promouvoir une ICO qui ne serait pas visée, mais celle qui est visée, il a le droit. Voilà, ça permet de démontrer jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire qu'une ICO visée, on peut démarcher, on peut avoir recours à l'influence. Donc, c'est vraiment, les canaux de communication sont pleinement ouverts. Si l'ICO n'est pas visée, pas de démarchage, pas d'influence, mais on a quand même le droit d'émettre le token. Et D'accord. ensuite, il y a Tu vois, deux grandes. juste un exemple de société qui est passée par ça, Ah bah, connu, qui est, enfin, pas forcément confidentiel, hein, tu n'as pas accompagné, mais il y a un exemple de. en réalité, si on cite des entreprises françaises qui ont émis des Mhm. jetons sur la période 2020-2021, il y en a eu quand même au moins une dizaine qui ont levé D'accord. plusieurs millions d'euros. Pour ne pas les citer, il y a eu Winkiverse, il y a eu Galéon, il y a eu Artrade, il y a eu Yes or No, enfin, il y en a vraiment eu plein. Il y en a eu au D'accord. moins une dizaine en tout cas qui ont émis un jeton. Après, est-ce que l'opération a été lucrative pour ceux qui ont acheté le jeton? Ça, généralement, avec le bear market, ce que j'ai pu constater, que c'est quand même les jetons se sont quand même pas mal effondrés. D'accord. D'ailleurs, tous, de manière générale, pas parce que c'était des Français ou que c'est des petits projets, mais en tout cas, voilà, les jetons, généralement, se sont quand même pas mal cassés la gueule. D'accord. Mais voilà, donc, j'ai donné des exemples de sociétés qui ont levé des fonds comme ça. En 2017, il y en avait eu aussi. Je pourrais aussi citer les ICO de 2017. Il n'y en a plus beaucoup qui sont toujours en vie. Donc voilà. Ok. Mais Euh, l'avantage, peut-être contrairement et avant que on vienne sur ça, c'est d'en retirer, comme tu l'as dit, un avantage en termes de service, de biens ou, je sais pas, des discounts, enfin, ce genre de choses, plutôt qu'un retour sur investissement où là, on serait peut-être dans une logique qui tout de suite nous emmène vers le second point qui est plutôt le security token. la réalité, c'est que les investisseurs qui viennent dans ce type d'opération, ils entendent, comme quand on a des investisseurs qui viennent acheter des actions de start-up, ils entendent réaliser un bénéfice. Ça, c'est la D'accord. réalité. Il y en a peut-être qui viennent pour l'usage, mais je pense quand même que la majorité des personnes viennent pour en retirer un bénéfice. Après, D'accord. voilà, ça dépend Très bien. aussi des phases de marché. Parfois, certains en sortent gagnants et d'autres perdants. Mais clairement, ça reste des opérations extrêmement risquées. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ça reste des opérations extrêmement risquées. En tout cas, du point de vue de l'investisseur. Du point de vue de la société, après, c'est assez intéressant parce que c'est pas dilutif. Donc Clairement. l'entrepreneur ne va pas se diluer et les revenus issus de cette vente vont être traités comme du chiffre d'affaires. D'ailleurs, du chiffre d'affaires qui est très souvent en comptabilité inscrit en produit constaté d'avance. D'accord. Donc ça va être C'est un bon point. fiscalisé à l'IS et normalement, il y a de la TVA aussi dessus. Alors, je ne rentre pas dans les détails de IS-TVA, mais voilà, il faut garder en tête qu'on est quand même normalement sur du chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires, comme n'importe quelle société commerciale, ben, c'est soumis à l'IS et à la TVA. Ce qui n'est pas le cas de l'equity. Si je lève en equity, bien sûr, ben, il n'y a pas d'IS et de TVA, il y a des droits d'enregistrement, mais c'est tout. Et juste pour terminer sur le volet donc vente de jetons, très généralement, il y a quand même deux phases. Il y a la phase vente privée et la phase Oui. vente publique. La vente privée, c'est des ventes qui se font essentiellement comme du VC en fait, à des investisseurs qui sont des personnes privées, à des fonds VC. Il y a aussi des fonds VC qui n'investissent que en tokens. L'un des plus connus dans le monde, Andreessen Horowitz. Il y a aussi un fonds qui s'appelle Variant. En Europe, on a aussi Fabric. C'est des fonds qui investissent énormément en tokens. Et donc là, vraiment, c'est des VC, ils viennent. Alors là, généralement, c'est plus pour des projets de protocole, pas vraiment pour des entreprises commerciales, parfois même des protocoles qui sont décentralisés. Et ces investisseurs viennent, achètent les tokens pour ensuite participer à la gouvernance. Et évidemment, ils viennent aussi pour faire des bonnes affaires derrière. Donc il y a ces phases de vente privée et ensuite c'est suivi très généralement de phases de vente publique. Et évidemment, le but, c'est que le prix du jeton, il s'apprécie dans le temps. Donc plus je viens tôt dans le process de vente, moins je vais payer cher mon jeton. Plus je viens tard, plus je vais le payer cher. Après, très souvent aussi, plus je viens tôt, plus je suis soumis à un vesting. Donc je ne vais pas pouvoir avoir la libre disposition du jeton tout de suite. Plus je viens tard, généralement, il n'y a pas de vesting. Donc voilà. C'est Voilà un petit corrélé peu aussi la. au risque, mais ce qui est aussi vrai dans la logique d'equity, hein, dont on va parler, c'est plus on investit tôt, plus aussi ce gain potentiel est élevé, mais le risque associé aussi C'est ça. personnellement est élevé. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis sur la partie vesting. Donc, il y aura des conditions. Donc, soit si on achète avec la public sale, c'est dans les terms and conditions, dans les conditions C'est ça. euh, donc de l'investissement, ou private sales, c'est la discussion. Et pareil, on se retrouvera dans les termes de l'investissement. Et là, ce que tu as précisé également, qui a peut-être à retenir, c'est que c'est à combiner les deux. On fait le private sales d'abord et ensuite Très souvent. Ouais, public très sales, et souvent. très souvent, on combine les deux. Très souvent, on combine les deux. Et pourquoi? Parce que, en fait, très souvent aussi, on vend un projet qui n'existe pas encore. Alors, ça arrive que des projets qui ont déjà une plateforme, ou qui ont déjà un produit, vendent un jeton qui s'y rapporte. Mais
très souvent, en fait, c'est pour justement construire le produit. Donc, en fait, on annonce, voilà, on va construire ce produit-là. Donc, on prévend des jetons. C'est des jetons qui n'existent pas encore. Donc, on vend des jetons qui sont futurs et on construit. Donc, en fait, progressivement, on construit le produit. Et aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'une campagne de vente publique de jetons, ça coûte parfois cher. Parce qu'évidemment, il faut communiquer. Et la communication et le marketing, passer sur des émissions, encore une fois, si on a un visa, avoir recours à des influenceurs, par exemple, pour communiquer autour du projet, aller le commercialiser, aller le vendre, faire parler de soi, en d'autres termes, ça peut coûter pas mal d'argent. Donc, très souvent, effectivement, l'argent de la private sale, il sert aussi à préparer le terrain de la public sale. Et c'est aussi la raison pour laquelle, si on passe sur l'aspect hybride, le deuxième point dont on va parler, on lie à la fois un financement plutôt traditionnel en equity, on a vu d'ailleurs avec des projets qu'on a accompagnés sur Seed Legals, en se finançant, donc là, sur une partie dilutive, on fait appel à des investisseurs de manière un peu plus classique, soit en BSR, en augmentation de capital ou peu importe, en vue d'avoir des fonds pour préparer notamment ce qui serait ensuite la mise en place du private et du public sales pour vendre et avoir cette logique d'utilité. Donc, c'est possible clairement de combiner les deux. On peut combiner les deux. D'ailleurs, je dirais, on le voit désormais systématiquement. C'est-à-dire que dès on a des entreprises qui sont actives dans le monde de la blockchain, les investisseurs qui vont venir en equity, ils vont demander ce qu'on appelle un bon de souscription de jetons, ou en anglais un token warrant. Ils vont le demander quasi systématiquement. Pourquoi? Parce que bien sûr, si la société elle émet un jeton, ça peut faire perdre de la valeur à la société, parce qu'en fait, la valeur, elle va plus trop être dans les actions, elle va plutôt être dans le jeton. Donc en fait, les investisseurs, dès qu'il y a ne serait-ce qu'une possibilité, une éventualité que la société émette demain un jeton, les investisseurs vont demander à avoir le droit de souscrire à tout ou partie de la vente de ce jeton. Donc en fait, le token warrant, c'est quand je viens en equity sur une boîte qui est active dans le monde du Web3, qui a recours à la technologie blockchain, qui peut potentiellement demain émettre un jeton. Moi, en tant qu'investisseur equity, je veux pouvoir être sûr que je vais avoir en quelque sorte un droit de préférence et je vais pouvoir participer à la vente, voire même je vais pouvoir récupérer une partie des jetons, de la quantité de jetons qui sera vendue. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, pour l'investisseur, c'est presque une assurance ou un instrument de couverture. C'est-à-dire qu'il y a de la valeur qui peut partir dans le jeton, il y a de la valeur qui peut partir dans le protocole, et moi, en tant qu'investisseur, je veux donc du coup avoir cet instrument qui va me couvrir parce que je vais être exposé sur le jeton. Alors parfois, le jeton, il est éventuel. Donc en fait, souvent, la société, elle ne sait pas si elle va en émettre un, possiblement, voire pas du tout. Mais l'investisseur va le demander. En revanche, il y en a d'autres qui sont sûrs d'en émettre un. Et donc elles font un tour en equity et elles sont sûres que derrière, un peu plus tard, elles vont émettre un jeton. Donc là, le bon de souscription de jetons, ce n'est pas juste hypothétique, c'est certain. Que l'investisseur, il sait qu'il va récupérer une certaine quantité de jetons et il vient pour ça. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour lui, c'est qu'il a la sécurité de l'equity, parce qu'il rentre dans la cap table de la société, il est parti au pacte, il a toutes les protections classiques des VC, il s'assoit au board, il parle avec le fondateur, il a des vétos et ainsi de suite. Et son equity, c'est pas forcément très liquide, tout le monde le sait. Bien sûr. Mais à côté de ça, il a les tokens. Et les tokens, généralement, il y a de la liquidité beaucoup plus rapide sur les tokens. Et puis surtout, il y a des potentiels de multiples beaucoup plus importants que sur l'equity. Donc c'est pour ça qu'il vient, il a potentiellement les deux. Enfin, dernier point, je cite que pour des raisons réglementaires, il y a certains fonds, notamment aux US, qui rentrent par l'equity pour avoir les tokens. Ça ne nous concerne pas trop, nous en France, on n'a pas ce problème, mais eux, ils ont des problèmes pour acheter des tokens en direct, donc parfois ils passent par l'equity, et grâce au token warrant, ils récupèrent les tokens. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc maintenant, en réalité, effectivement, toutes les entreprises du Web3 qui font des tours, des levées, il y en a récemment qu'on a fait chez DNA, il y a quasi systématiquement des bons de souscription de jetons ou des token warrants. Et donc, du coup, la levée devient hybride avec la partie equity, là pour le coup, tout à fait classique, et la partie token warrant, où on doit quand même se poser la question, l'investisseur, quels sont les événements déclencheurs qui vont lui donner des jetons? Quelle quantité de jetons il va récupérer? À quel prix? Est-ce qu'il doit les payer? Est-ce que c'est gratuit? Et toutes ces considérations-là, est-ce qu'il y a du vesting? Et ainsi de suite. Et ça, dans les documents traditionnels qu'on peut connaître quand on lève des fonds sous forme de capital et d'equity, c'est, on le sait, un pacte d'associés dans lequel, comme tu l'as dit, on va prévoir tous les droits. Et on a donc un document à côté qui complète ce document avec les termes et conditions dont tu parles concernant le jeton et le bon de souscription de cet actif numérique. Exactement. On a un document en plus qui s'appelle le token warrant. Maintenant, alors c'est assez drôle parce que
Il y a 2 ans, c'était tout nouveau et on voyait les premiers. Là, maintenant, on voit que ça se standardise un peu. Avant, c'était très D'accord. différent. Il y avait plein de formules différentes, etc. Et là, ce que je constate, c'est que ça se standardise un peu. Il y a un peu comme une pratique de marché qui est en train de se C'est dégager plutôt une sur. bonne chose. Ouais, c'est clair, Mm. parce qu'à l'époque, c'était un peu n'importe quoi. Donc, ça se standardise. Donc, on a effectivement ces 2 types de jetons. Après, le truc assez marrant que j'ai vu aussi dernièrement, c'est d'avoir dans le pacte directement des parties qui parlent des jetons. Et par exemple, récemment, là, sur un deal justement hybride equity et token, dans le pacte, il était écrit, voilà, tous les investisseurs du tour qui recevront des tokens, s'ils souhaitent les vendre. Et là, c'était assez drôle parce que j'ai retrouvé les clauses classiques sur l'equity. Donc, ceux qui Mm. veulent vendre des tokens, droit de préemption pour les autres. Évidemment. Afin qu'en fait, les investisseurs se coordonnent sur la partie token et ne pas ne vendent pas de manière massive sur le marché. Donc, c'est assez marrant de voir finalement vraiment une hybridation. On a maintenant ce document séparé, ça c'est une chose. Et maintenant, il y a même le pacte qui est altéré par rapport au point sur les tokens, Parce avec que des par clauses analogie, spécifiques. ça peut se retrouver effectivement sur les logiques, comme tu viens de le dire, avec l'exemple du droit de préemption, qu'on connaît évidemment Exact, traditionnellement et qui est un standard absolu dans tout pacte d'associés. c'est ça. Euh, et par contre, le point de différenciation, parce que c'est quand même des actifs qui sont profondément différents sur la logique d'utilisation, et c'est le point dont tu as parlé, qui est la liquidité. Effectivement, sur ce point, quand on investit dans des startups, très souvent, ben, comme c'est des sociétés qui sont des sociétés non cotées, donc qui sont des sociétés privées, il faut trouver un acheteur en face. Mais C'est ça. comment trouver un acheteur en face? Bah, très souvent, c'est soit à l'occasion d'un exit, donc de la vente de la société ou d'une entrée éventuelle en bourse. Statistiquement, c'est plutôt un exit en M&A ou même rien du tout, hein, statistiquement, mais en tout cas, on voit qu'il y a une liquidité peut-être avant qui peut se poser s'il y a un prochain tour de financement, mais c'est assez épisodique. Raison pour laquelle il y avait eu aussi notamment des plateformes de secondaire qui s'étaient lancées, mais compte tenu du bear market dans lequel on est sur la partie primaire, bon, le secondaire, beaucoup ont pivoté. Euh, mais mon point là-dessus, c'est effectivement, ce point de liquidité, généralement, il faut attendre entre 3, 5, 7 ans en moyenne pour pouvoir éventuellement avoir un événement de liquidité. Et ce que tu disais, par contre, pour la partie actif numérique, il y a une liquidité plus facile à avoir, bon, sous réserve, bien sûr, de ce qui est prévu dans les conditions. Et tu parlais notamment de vesting. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ouais, Tout à sur fait. ces deux? Tout à fait. Alors, l'actif numérique, c'est vrai que sa caractéristique essentielle, c'est que ça va être assez liquide très vite. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la société qui va émettre un jeton, elle va avoir envie d'aller le lister quelque part. Elle peut le lister, c'est là on rentre sur peut-être des problèmes, des points un peu plus techniques, elle peut le lister sur des échanges décentralisés, Mhm. le plus grand, le plus connu, Uniswap, mais bien d'autres, il y en a plein d'autres qui existent, et créer des pools avec, en fait, où je mets ce token-là en face de stablecoin, et ça permet déjà de permettre un échange. Parce qu'en fait, des personnes peuvent échanger contre ces pools-là. Donc là, ça Et crée des échanges. stablecoin, si tu nous le définis en deux mots, C'est un jeton qui a vocation à avoir une valeur stable et à être basé comme avec le sur une dollar, devise. ouais, Exactement. ou l'euro. Être basé sur une devise. Le plus D'accord, connu, USDT, USDC, voilà. 99% des stablecoins aujourd'hui sont libellés en dollars. d'accord. Donc en fait, on met ces deux actifs en face dans un pool sur un échange décentralisé. Et là, là on peut déjà commencer à échanger le jeton. Alternativement, c'est un peu le Graal pour certains projets, c'est d'aller sur un échange centralisé. Là, le plus connu, hein, Binance. Parce que là, clairement, bah, quand j'arrive sur un exchange comme Binance, tout de suite, il y a une profondeur de marché qui est énorme. Et là, généralement, le prix du jeton explose. Il explose littéralement parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui peut y avoir accès d'un seul coup. Parce que rentrer, enfin, comment dire, échanger sur un marché décentralisé, d'un point de vue technique, c'est un peu plus compliqué. Il faut une wallet, il faut se connecter. Sur un échange décentralisé, j'ai fait mon KYC, c'est en 2 clics sur mon téléphone, je peux échanger le token. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif des sociétés qui émettent des actifs numériques, c'est quand même de le lister à un moment. Et Et qu'est-ce qui nous généralement, permet de pouvoir le faire, justement, de le lister? Est-ce qu'il faut atteindre un certain nombre d'utilisateurs, de personnes qui vont l'acheter? C'est quoi le rationnel derrière qui permet d'avoir la partie décentralisée dont tu parles, comme Uniswap, ou un Binance sur une logique centralisée? décentralisé, ça nécessite rien. C'est Ok, juste la société qui va sur un exchange, qui crée un pool, d'accord. elle peut le créer, qui met des stablecoins en face. Ça nécessite, si, d'immobiliser un peu de cash, parce que la partie stablecoin, au début, c'est la société qui l'apporte Mm. pour créer la liquidité.
Donc D'où ça l'importance nécessite, de lever peut-être des fonds sur la partie equity pour avoir suffisamment de fonds et de se permettre de faire ce bien genre sûr. de Mais dépenses, c'est d'investissement d'infrastructure. Mais c'est pareil sur le volet centralisé, parce qu'en fait, en réalité, sur le volet centralisé, s'il n'y a pas de demande, il va falloir prendre un market maker, un teneur de marché. Et le market maker, bah, il va pas utiliser ses fonds. Il va falloir lui faire un prêt. C'est-à-dire, il va falloir lui prêter des fonds à nous. Comme sur les D'accord. marchés financiers cotés traditionnels, on lui prête des fonds et il vient animer la liquidité sur le marché. Sinon, les gens ne sont pas capables de rentrer et de sortir. Ok. Et en revanche, sur les exchanges, donc sur les échanges centralisés, là, chaque échange a ses critères. Ça peut être des conditions de volume, ça peut être des conditions de capitalisation, ça peut être des conditions relatives au développement du projet. Il y a tout un tas de conditions. Et bien D'accord. sûr, il demande très souvent des avis juridiques qui fait le lien avec le premier point, selon lequel le jeton n'est pas un titre financier, parce que sinon, il ne peut pas être sur un marché centralisé d'actifs numériques. D'accord. Et justement, si c'est un security token, comment ça se passerait dans ce cas-là, dans ce cas-là? Ils Là, ont pas le droit de le prendre. Ils n'ont pas le droit de le d'accord. lister sur leur plateforme. Et normalement, le security token, il peut aller que sur une plateforme de négociation au sens de MIF. Donc, en gros, Euronext, quoi. En gros, Euronext et des boîtes similaires. Donc, très souvent, d'ailleurs, quand il y a des sujets, par exemple, aux États-Unis, quand la SEC dit ce jeton pour nous, c'est une security, très souvent, ça entraîne des délistings un peu partout dans le monde. ICC qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité du marché financier aux États-Unis. Exactement. Eh ben, c'est technique, mais passionnant tout ça, justement sur cette logique d'hybridité. Ça, c'était notre deuxième point. Et effectivement, donc, on comprend un peu ces logiques qui se répondent pour des besoins d'investissement. D'un côté, investisseur, on comprend aussi la logique que si on investit dans le capital de la société, eh ben, on a aussi envie, si la société veut également avoir des jetons ou actifs numériques, ben, pouvoir être également partie prenante de cette partie-là pour les questions de valeur dont tu nous parlais. On a vu les différences entre liquidité avec les deux, que ce soit la partie capitale plus traditionnelle qu'on connaît et aussi celle que tu connais très bien avec ces aspects jetons numériques et actifs numériques. Si on prend maintenant le troisième et dernier point avant qu'on passe sur la partie questions-réponses, sur les levées de fonds via des titres financiers tokenisés. Euh, il y a notamment l'exemple de l'immobilier tokenisé, mais il y a sûrement plein d'exemples que tu peux nous donner. C'est quoi, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer sur les deux premiers points, qui étaient, je le rappelle, la levée de fonds d'actifs numériques et la levée de fonds hybrides en equity et token hybride, euh, quelle est la différence ici sur ces titres financiers tokenisés, avec l'exemple de l'immobilier? Donc, je reviens à l'introduction avec la grande différence entre les deux types de jetons. Donc, les actifs numériques d'un côté, les titres financiers de l'autre. Donc là, on se placerait vraiment du point de vue du titre financier. Et comme je l'indiquais, le code de commerce a été modifié. Et aujourd'hui, en droit français, on peut valablement représenter, c'est important de parler de représentation, on représente des actions, des obligations ou des parts ou actions de fonds sous forme de jetons. Donc, quand je détiens le jeton, je détiens bien l'action, l'obligation ou la part ou action de fonds. Ce n'est pas le cas Donc dans le d'autres droits. sous-jacent, c'est bien l'action qui est en En, dessous. C'est en ça, fait, hein, non, en fait, justement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que dans d'autres droits, il y d'accord, a un sous-jacent, c'est-à-dire qu'on envoie, en fait, on émet des certificats ou des d'accord, wrappers, mais pour nous, en droit français, le jeton, c'est l'action. Donc, quand d'accord. j'ai le jeton dans ma wallet, je suis bien associé, je suis actionnaire. C'est mon droit de propriété, c'est le fait qu'il soit dans mon portefeuille numérique, dans ma wallet. D'accord. Donc, si on se place de ce point de vue-là, ça veut dire quoi? En fait, c'est tout ce qui se rapporte à la tokenisation. Je vais prendre une société et je vais la tokeniser. Donc, je vais tokeniser soit son actionnariat, soit ses créanciers, si c'est par exemple des obligations. Je ne parle pas des fonds, c'est assez spécifique, mais on peut aussi tokeniser des fonds. Et je vais plutôt m'intéresser surtout pour l'univers Seed Legal, c'est plutôt les sociétés. Donc, les sociétés, elles peuvent tokeniser leur cap table. Donc, en fait, leur registre et toutes les personnes qui sont associées ne vont plus détenir des actions qui sont enregistrées dans des registres papier ou des registres Excel, mais ils vont détenir des jetons qui sont enregistrés dans une blockchain. Et c'est ça qui va faire la preuve du droit de propriété. Et c'est pareil pour les actions, c'est pareil pour les obligations. Pourquoi c'est intéressant? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentations sur le volet de la tokenisation, et en particulier dans le monde de l'immobilier. L'immobilier, en fait, l'idée, c'est quoi? Je ne peux pas tokeniser un bien immobilier tout seul. Je ne peux pas parce qu'aujourd'hui, le registre de la publicité foncière, c'est un monopole d'État, seuls les notaires peuvent faire des inscriptions dessus. Je ne peux pas tokeniser une maison, c'est impossible. En revanche, je peux mettre cette maison dans une société et je Une peux SCI tokeniser cette traditionnelle, société. par Alors, la exemple. SCI, c'est pas possible. On va devoir, OK. la seule chose qu'on va pouvoir tokeniser, c'est les sociétés par action.
D'accord. Donc, Mais c'est juste parce que la forme, c'est une société civile c'est immobilière, ça, hein, la SCI. c'est ça. Donc, comme c'est cette forme civile, ça ne marche pas avec cette logique de Non. tokenisation. Il D'accord. faut passer par des sociétés par action. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est mettre le bien immobilier dans une SCI qui est elle-même détenue par une SA ou À une 100%. SCA ou une SAS, et ensuite on tokenise la société qui est au-dessus. Donc on ne tokenise pas la SCI, on tokenise. Après, ça des structurations juridiques et fiscales. Il Bien faut sûr. déterminer au cas par cas, est-ce que je dois mettre une SCI, est-ce que je dois mettre une SNC, est-ce que je dois mettre une SCIA, peu importe. Il y a plein de formes sociales pour détenir de l'immobilier. En tout cas, ce qui est tokenisé, ça ne peut être que la cap table de la société par action. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend une société, on met de l'immobilier à l'intérieur, la société augmente son capital ou émet des obligations, et ces titres sont enregistrés dans la blockchain. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en termes de facilité de souscription, à supposer que ça se passe sur des plateformes un petit peu tech, ça peut être très largement simplifié. On peut même souscrire en crypto. J'ai le cas avec là actuellement des projets que j'accompagne en matière d'émissions obligataires tokenisées. On peut souscrire en crypto. Donc le paiement, en fait, c'est une dation en paiement. C'est je vais payer mon obligation en remettant des cryptos. Donc je connecte ma wallet et je paye en crypto. Ça, c'est possible. Euh, Ensuite, par exemple, sur les obligations, pour les intérêts, on peut aussi les verser en crypto, si on le souhaite. Ça, pour différents projets que j'accompagne, aujourd'hui, les intérêts des obligations peuvent être versés en crypto. Donc ça, c'est sur le marché primaire, quand j'émets les titres financiers tokenisés. Et ensuite, c'est là ça devient intéressant, c'est sur le marché secondaire. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'expérimentations sur le marché secondaire, et je vais citer 3 cas possibles de marché secondaire, parce qu'en fait, c'est ça que tout le monde regarde. En particulier pour l'immobilier, puisque l'immobilier, par définition, on le sait, ce n'est pas liquide, ou c'est difficilement liquide. On ne peut pas vendre une maison, il y a des frais de notaire, il y a plein de papiers à faire, Il faut ça trouver prend des mois, etc. l'acquéreur. Voilà. Bien sûr. Donc sur le volet marché secondaire, je pense qu'il y a beaucoup de promesses sur le marché secondaire. Premièrement, sur le marché secondaire, des titres cotés, on a un régime pilote qui a été mis en œuvre en mars de cette année. Donc demain, on va assister à l'émergence de marchés financiers classiques, mais tokenisés. Donc demain, il y aura Euronext classique et Euronext tokenisé. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que maintenant, le droit a été modifié au niveau du droit de l'Union européenne pour que ce soit possible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a tout ce qui est marché du non-coté. Dans le marché du non-coté, il est possible de mettre en place des tableaux d'affichage. Et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est que le marché de gré à gré, dans la blockchain, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on peut tout à fait imaginer une plateforme où il y a quelqu'un qui explique sur un tableau d'affichage, bah, moi je suis vendeur, comme sur le Bon Coin, et quelqu'un qui dit, bah, moi je suis acheteur, et ils font l'opération en crypto, et il n'y a pas d'intermédiaire, et ça se fait tout seul, et les personnes se rencontrent entre elles. Donc là, ça s'appelle, enfin là, ça apporte quand même une facilitation, une simplification du marché secondaire en gré à gré. Je peux rencontrer des gens dont je connais juste le numéro de wallet, par exemple. Et Il y enfin, aura le quand dernier. même juste sur Ouais, ce point, ouais. je t'interromps, mais il y aura quand même un besoin pour, si c'est des personnes qui sont des personnes profanes, enfin, du retail, comme on peut dire, qui seraient prêts à investir, il y a toujours les questions de réglementation sur la connaissance, les conditions d'investissement. euh, et là-dessus, ce serait donc l'AMF, ou alors ce serait des marchés organisés, comme tu l'as dit, hein, comme Euronext et autres, qui devraient, eux, organiser ça pour faire en sorte que on se fasse pas avoir sur cette partie, quand bien même on sait qu'il y a un risque forcément associé à cet investissement, parce que c'est le cas. Alors, il y a un point très important que j'ai pas explicité, c'est que quand on tokenise un titre, il doit être nominatif. C'est-à-dire qu'on doit connaître toujours, l'émetteur doit toujours connaître le propriétaire du token. Donc, le token ne peut pas partir dans la nature. D'accord? Ça, c'est D'accord. le premier point. Donc, ça fait le lien avec tout ce qui est KYC. C'est-à-dire que peu importe où les échanges se font, mais je dois être toujours capable de savoir qui détient le titre en tant qu'émetteur. Ouais. C'est une obligation légale. KYC, Donc, ça, Know Your Customer, pour savoir qui est le bénéficiaire effectif derrière exactement. ce titre. Sur le sujet que j'ai évoqué des marchés de titres financiers tokenisés cotés, de toutes les façons, la plateforme, elle va appliquer le full set, toutes les obligations en matière d'identification client, vérification des flux et tout. Donc là, il y aura pas de sujet. En revanche, sur le marché de gré à gré, à part l'identité, et c'est des marchés de gré à gré. C'est aujourd'hui, par exemple, toi et moi, on peut s'échanger des obligations de droit privé si on le souhaite, qui ne sont pas cotées. Personne n'a à venir mettre son nez dans nos affaires tant qu'on signe les bons documents et qu'ensuite c'est déclaré à l'administration fiscale, il n'y a pas de problème. Et l'AMF n'est pas concerné par notre opération. Tu vois. Donc, sur les marchés de gré à gré, je pense on va assister à l'émergence de marchés de gré à gré. Ensuite, le degré de contrôle à l'AMF, on verra comment il se matérialisera.
Normalement, aujourd'hui, le gré à gré n'est pas réglementé par l'AMF. Donc voilà. Parce que on le voit, et ça, si on fait l'analogie justement avec les titres financiers traditionnels, c'est justement l'offre publique de titres financiers. Et qui est, si on offre à plus de 150 personnes des titres financiers, bah là, tout de suite, on tombe dans ce qui est réglementé avec l'autorité de marché financier, le code monétaire et financier. Oui, il est besoin d'expliquer les conditions avec le prospectus dont tu nous as parlé. Et on serait peut-être dans une logique un peu similaire et qui n'existe pas encore de ce que je comprends sur cette partie. Vraiment sur le marché secondaire, le marché de gré à gré, alors là, on rentre un peu dans la technicité, hein, c'est pour ça que je voulais pas forcément Mm. entrer dedans parce que c'est assez D'accord. pointu. Mais en gros, l'AMF, elle a publié une doctrine qui dit quoi? Elle dit la chose suivante. Les security tokens, donc c'est ce qu'on disait, hein, les titres financiers tokenisés, vous pouvez aller jusqu'à offrir des tableaux d'affichage sur une plateforme. En revanche, vous n'avez pas le droit d'être un intermédiaire. Si vous êtes un intermédiaire, soit vous devenez une plateforme de négociation, donc en gros l'agrément Euronext et compagnie, Ouais. Ce qui est hyper soit, lourd à obtenir, ce qui voilà, est, avec toutes les questions de réglementaire dont tu parles. soit, OK, vous n'êtes peut-être pas un intermédiaire, mais vous recevez et transmettez des ordres, donc il faut devenir PSI, prestataire de services d'investissement, sur le service RTO, c'est-à-dire réception transmission. Je ne voulais pas rentrer dans autant de Non, détails. mais c'est bien de le préciser parce que c'est là où on rentre effectivement dans ce qui existe aussi sur la partie equity traditionnelle, se vendre des actions. On voit aussi beaucoup d'émergence de fonds alternatifs d'investissement. Mais après, si on est prestataire de services d'investissement, ça requiert pareil d'avoir des sociétés de gestion qui sont elles-mêmes réglementées, qui doivent obtenir le visa de l'AMF, etc. Et on rejoint en fait. C'est logique, C'est ça. tel que tu le décris En, avec le cadre. en revanche, ce qui va être, à mon sens, très intéressant, c'est qu'il y a des marchés de gré à gré qui vont se développer, soit directement sur la plateforme des émetteurs, parce que les émetteurs, bah, ils émettent des titres, et puis ensuite, il y a quelqu'un qui veut sortir et quelqu'un qui a loupé la perte de souscription qui veut rentrer. Donc, il y a des marchés de gré à gré qui vont se mettre en place sur la blockchain. Donc, soit chez les émetteurs, soit chez les crowdfunders, parce que aussi les crowdfunders, ils ont aussi des communautés d'investisseurs avec des gens qui veulent entrer sortir. Si demain il y a des deals tokenisés, ils vont pouvoir mettre en place ce type de place de marché. Et là, je suis assez curieux de comment l'AMF va venir regarder ces marchés et est-ce qu'elle va considérer, OK, c'est des intermédiaires, il n'y a pas d'intermédiaire, tout se passe on-chain, donc on n'est pas compétent, ou si elle va imposer, effectivement, selon comment sont construites les plateformes, un PSI obligatoire ou un agrément entreprise de marché obligatoire. Voilà, c'est surtout là-dessus. Mais là, on est quand même dans un niveau de technicité assez élevé. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas forcément nécessairement entrer là-dedans. Le dernier point, qui est à mon sens très prometteur, voilà, sur le marché secondaire, c'est la collatéralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je détiens un titre financier tokenisé. Et là, il y a une hybridation avec la finance décentralisée, c'est que je vais pouvoir le mettre dans certains protocoles et emprunter dessus, emprunter des cryptos dessus, ce qu'on appelle des prêts lombards. Ça peut se faire avec. Aujourd'hui, ça se fait en crypto, hein. Je viens avec par exemple, j'ai avec un Bitcoin, je peux emprunter sur un Bitcoin, je viens avec des Ethers, je peux emprunter sur des Ethers. Bah, demain, je vais venir avec l'obligation du projet X et je peux emprunter dessus. Après, bien sûr, chaque protocole déterminera les valeurs liquidatives, les opérations de liquidation, etc. Mais la collatéralisation, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes sont en train de travailler. Et il y a de plus en plus de protocoles DeFi, donc de protocoles de finance décentralisée, qui acceptent des titres financiers tokenisés en collatéral. Et notamment, le plus important aujourd'hui, c'est les bons du Trésor US. Mais on Ouais. a aussi des bons du Trésor en euros et de plus en plus des ETF. Et la suite logique, c'est les sociétés non cotées qui émettent des actions et des obligations. Et c'est toute la tendance qu'on appelle des real world assets, donc les actifs du monde réel, qui sont en train d'être tokenisés et qui demain vont pouvoir être mis dans la blockchain pour, voilà, pour faire des opérations, pour se leverager, pour emprunter dessus. Et évidemment, ça ouvre de la liquidité. Parce que jusqu'à présent, si je détiens euh, un immeuble via une société, bon, bah, je suis bloqué. En revanche, si je suis capable de prendre les actions de cette société ou les obligations de cette société pour me refinancer en crypto sur les marchés financiers crypto, bah là, ça ouvre pas mal de perspectives. Mm. Et encore faut-il derrière qu'il y ait des acheteurs qui sont intéressés pour l'acheter, évidemment, cet actif. Mais plein de nouveautés à venir. Merci beaucoup, Stéphane, pour cet échange et toutes ces clarifications sur comment on peut lever des fonds avec les outils de blockchain et les actifs dont tu nous as expliqué la définition, mais pas que, et comment on pouvait les utiliser, que ce soit utility token, security token, les trois différences là-dessus. Tu as déjà Prashan qui est intéressé pour te contacter et qui envisage d'avoir
besoin de tes services en 2024. Donc, évidemment, n'hésitez pas à contacter Stéphane et on pourra mettre aussi ton contact, hein, Stéphane, pour les personnes qui se sont inscrites, qui souhaitent avoir plus d'informations sur ton accompagnement. On passe maintenant, allez, aux petites questions. Si vous en avez, c'est le but. Vous avez certainement des projets pour les personnes qui sont inscrites et qui sont présentes, avec, je suis sûr, des questions très pratico-pratiques pour toi, Stéphane. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Ce serait dommage de s'en priver. Sinon, eh ben, moi, j'ai posé toutes mes questions à Stéphane et j'ai eu beaucoup de réponses de ta part. Donc, je te remercie pour ça. Est-ce que tu aurais peut-être un point, un conseil à donner pour clôturer si on n'a pas de questions qui viennent de la part du public, à transmettre aux entrepreneurs qui se lancent dans ces projets et qui voudraient justement utiliser cette technologie de la blockchain pour se financer? Écoute, je pense que le point le plus important, c'est vraiment celui de la qualification, celui qu'on a évoqué au début de notre entretien. C'est vraiment, voilà, je souhaite émettre un jeton, bah, se poser la question de l'utilité, à quoi est-ce qu'il va servir, quels sont les droits qu'il va donner pour vraiment déterminer le régime juridique, c'est le plus important. Ça, il faut évidemment s'entourer soit de juristes, soit d'avocats pour traiter ce Bien point, sûr. parce que sinon, on part sur des terrains qui sont extrêmement risqués d'un point de vue réglementaire. Donc ça, c'est le principal conseil. Et puis sinon, je peux que te remercier de cet échange. Je trouve ça super intéressant. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et salut Prashan, qui est un ami que je connais. Donc voilà. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci encore à toi. Et on est très content en tout cas de nous travailler avec toi et DNA Partners. Donc pour toutes les startups qui lèvent des fonds à la fois en equity, qui ont des questions sur cette partie-là, ben, on a des experts comme Daniel et l'équipe de DNA Partners. Sur la partie crypto, ben, ce sont nos partenaires privilégiés. On a pareil des partenaires dans d'autres domaines. Et merci encore pour ton temps ce matin, Stéphane. Très bonne journée à tous et ben, bon courage pour vos projets et à bientôt. Merci Florent. Salut, Au revoir. merci, au revoir.